C'est la grande découverte, la très grande découverte, et de surcroît sur le sol français, de celle qui chamboule tout et nous oblige à repenser la grande histoire du peuplement européen. Qui, voici encore 10 jours, connaissait la grotte Mandrin au cœur du Tricastin et dont le nom rappelle le possible passage du fameux contrebandier du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, unanime, toute la presse mondiale l'évoque, puisque cette cavité de la Drôme est désormais l'étonnant témoin de la première arrivée d'Homo sapiens il y a environ 54 milliers d'années. C'est vertigineux. La découverte est énorme puisque la présence de l'homme moderne en pleine terre néandertalienne bouleverse de près de 10 000 ans toutes les chronologies du paléolithique européen. Le redécouvreur n'est autre que Ludovic Slimak. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur au CNRS dans le laboratoire Trace de Toulouse, vous étiez voici peu dans le magazine de l'archéologie de France Culture pour évoquer Néandertal, mais nous attendions la publication de cette grande découverte qui vient de paraître sous votre plume et celle de votre équipe dans la revue Science Advances. Ludovic Slimak, la majorité des grandes découvertes en préhistoire est désormais issue des apports de la paléogénomique, les gènes. La vôtre est tout autre et montre, à elle seule, que tout est encore à découvrir dans des fouilles. Oui, il est vrai qu'on a eu ces dernières années une explosion des publications en archéologie préhistorique et il est tout aussi vrai que cette explosion des publications, du nombre de publications, ne trouve pas de parallèle direct, loin s'en faut, avec une multiplication des données du terrain. Et on a eu à un moment donné, je pense qu'on est entre un décalage entre de très grandes données qui sortent dans tous les sens, mais qui sont issues de recherches anciennes essentiellement, de vieilles collections, et la recherche vraiment en grotte, les mains dans le cambouis. Et cette découverte-là laisse entendre effectivement que un retour sur le terrain très précis et prolongé est absolument nécessaire, qu'un développement de toutes les formes d'archéologie est encore nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé, puisque de toute évidence, des éléments tout à fait fondamentaux des basculements d'humanité qu'on a entre Néandertal et Sapiens nous ont échappé et restent encore intégralement à écrire et à documenter. Donc il faut fouiller, Ludovic Slimak. Et donc il faut fouiller, et c'est vrai que c'est ce qu'on a fait à la grotte Mandrin pendant 32 années, 2 à 4 mois par an. Donc ce sont des recherches sur le temps très très long, et on a sorti des archives, des collections extrêmement riches, composées d'ossements, de silex et de quelques vestiges humains. Quand je dis quelques vestiges humains, effectivement, en 32 ans, nous avons réussi à trouver 9 dents, c'est-à-dire en moyenne, statistiquement, on trouve une dent tous les 10 mois de terrain. Donc ce sont des vestiges très rares que l'on paye très très cher en termes d'investissement humain et scientifique, et dont l'analyse nous permet ensuite d'écrire des pans entiers d'histoire qui ne sont pas du tout documentés encore aujourd'hui. Alors, rappelons les faits. Que savait-on de l'arrivée de l'homme moderne en France avant votre découverte ? Globalement, sur l'Europe occidentale, il était acquis que quelque part vers le 42e millénaire, entre 43 et 45, si on élargit jusqu'au sud de l'Italie, arrivaient des populations d'hommes modernes, c'est-à-dire de populations qui sont biologiquement comme nous, et que celles-ci allaient remplacer sur le territoire européen les populations néandertaliennes. Cette arrivée était aussi documentée du côté de l'Europe centrale et orientale, entre 43 et 45 000, et on voyait systématiquement arriver une sorte de vague et un remplacement assez rapide des populations aborigènes locales qui sont ces fameux hommes de Néandertal. Alors nous en France, c'est ce que l'on appelle une culture, ce qu'on appelle l'Aurignacien, c'est par exemple la grotte Chauvet ? Oui, l'Aurignacien et les formes directement antérieures à cet Aurignacien qu'on a appelé le proto-Aurignacien. Donc la grotte Chauvet, on va être entre le 34
4e et le 37e millénaire, et il est probable que 3, 4, 5 millénaires antérieurement à ça, on ait déjà des formes de l'Aurignacien, qu'on a appelé le proto-Aurignacien, et qui marquerait une véritable vague de peuplement, puisque ces populations-là, on les documente globalement sur tous les territoires européens, et qu'ils montrent une homogénéité culturelle très très forte, depuis l'ouest de l'Europe jusqu'au Levant méditerranéen. On le retrouve sous la forme d'une industrie qu'on a appelée là-bas l'armarien. Alors, je parlais de l'Aurignacien avec Chauvet, et on peut citer aussi quelques sites allemands dans le Jura souabe, Hollefels, où des petites sculptures absolument extraordinaires ont été découvertes. Oui, et qui correspondent à cette phase un peu plus récente que l'on trouve aussi à la grotte Chauvet, qui sont des moments très anciens de peuplement. Pendant longtemps, on a effectivement considéré que les peuplements européens, c'est-à-dire assez récemment même, étaient plutôt vers 35, 36, 37 000, et puis ont été rediscutées ces questions de phase initiale qui vieillissaient de quelques millénaires, mais en fait, que vous soyez à 37 000, à 40 ou à 42, vous ne changez pas la structure historique de ce qu'il s'est passé, puisque vous avez globalement des centaines de millénaires avec des populations locales néandertaliennes dont les cultures sont très différenciées de ce qu'on connaît chez Sapiens. Et puis à un moment donné, que cela arrive à 42 ou à 37, ça change pas grand-chose. Mais c'est le moment de ces populations, de l'arrivée de ces populations-là, qu'on voit le basculement des sociétés, des traditions et le remplacement sur les territoires bien précis de l'Europe. Et ce que notre découverte change fondamentalement, c'est cette structure-là. Cette structure qui, de manière assez étonnante, avait été établie dans laquelle on allait du simple vers le complexe, de l'archaïque vers le moderne, et dans lequel on avait une sorte de gradation. C'est un peu l'image mythique, vous voyez, du singe qui avance et puis qui petit à petit se redresse, et à la fin, il est complètement debout et c'est nous. Et cette image-là d'une évolution continue ne correspond à rien de ce qu'on connaît en anthropologie culturelle ou dans l'histoire des sociétés humaines. Et la très grande avancée, je pense, de ce que nous proposons dans ce travail et ce que nous démontrons dans cette étude, c'est que il y a eu des contacts beaucoup plus anciens et que ces contacts ne nous écrivent pas, ne nous racontent pas une histoire linéaire des interactions humaines sur le continent européen, mais nous montrent bien la complexité, l'interaction, le remplacement successif des populations entre elles. Néandertal, puis Sapiens, puis Néandertal à nouveau, puis Sapiens à nouveau. Et là, c'est toute la structure de ce qui avait été posé depuis 1906 par l'abbé Breuil, entre 1906 et 1912, qu'on avait appelé la bataille de l'Aurignacien, cette structure très linéaire du paléo moyen au paléolithique supérieur, qui se trouve ici largement réécrite ou à réécrire. Alors avant d'évoquer bien sûr votre découverte dans la grotte Mondrin, Ludovic Slimak, disons aussi qu'on connaît depuis peu plus anciens en Europe, avec une vague, avec deux grands sites absolument capitaux, en Bulgarie et en Tchéquie, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a le gisement de Bachokiro en Bulgarie qui a livré très récemment aussi une dent et quelques petits ossements qui ont permis de trouver de l'ADN et qui nous montrent que nous sommes bien et la dent et l'ADN face à une population moderne. Et puis le gisement de Zlatikoun qui est le crâne d'une femme qui est mal calé dans le temps, qui était connue anciennement mais qui n'avait pas vraiment de contexte archéologique. Et donc là, il a fallu avoir recours à tout ce qui est biomoléculaire, paléogénomique et datation. Mais il reste encore beaucoup à faire car la paléogénomique, par exemple, nous suggère que cette dame aurait plus de 40 000 ans, alors que les datations directes lui donneraient un âge beaucoup plus récent. C'est toute la difficulté quand on n'a pas de contexte archéologique précis ou qu'on est face à des fouilles anciennes, de pouvoir documenter ce qui se passe. Et on voit qu'effectivement, on a très très peu de données des restes humains d'Homo sapiens antérieurs à 40 000, de manière relativement sûre pour toute l'Europe continentale. En 150 ans d'archéologie, on a trouvé que 5 dents. Ça fait très peu et c'est la 6e dent que l'on apporte dans notre étude. Alors, disons-le, les découvertes de Bachokiro et Zlatikoun sont à peu près orientées vers 45 000, 42 000 ans. Cela montre en fait une lente avancée de l'homme moderne à partir du Proche-Orient et bien sûr une avancée d'est vers l'ouest, qui est un schéma, on va dire, classique.
Oui, cela montre qu'on a eu certainement différentes vagues de migration vers l'Europe continentale et que jusqu'à présent, on avait effectivement ces moments d'interaction entre le 40e et le 45e millénaire. Mais que cette gradation d'est en ouest, on pouvait la dessiner parce que sur le Levant méditerranéen, on connaît dans des dates relativement hautes, relativement anciennes, et des industries qui sont très modernes, qu'on a appelées dans l'est de la Méditerranée l'initial upper paléolithique, le paléolithique supérieur initial, et que dans le même temps, on avait d'une part reconnu l'attribution de ces fameux silex de l'initial upper paléolithique à Homo sapiens, et que une grotte qui s'appelle Manotte nous avait livré assez récemment un beau fragment de crâne dont les dates le situaient vers 56-57 000, donc une date très très haute, et malheureusement encore avec un contexte archéologique très difficile. Donc on est toujours dans ces interactions entre essayer de trouver les contextes, les associations culturelles, et comment est-ce qu'on peut rattacher ce qu'on voit et qui est très ancien dans l'est de la Méditerranée, et les phases de migration vers l'Europe et les interactions avec les populations néandertaliennes. Alors venons-en aux faits. Dans une de nos émissions, Jean-Jacques Hublin disait que l'histoire de l'homme moderne en Europe était à réécrire. Vous apportez aujourd'hui une exceptionnelle pièce au dossier. Qu'est-ce que la grotte Mandrin ? Alors la grotte Mandrin, c'est une petite cavité qui est orientée plein nord, et ça a son importance parce qu'elle est ouverte sur le Mistral. Alors c'est pas une grotte en vérité, c'est un abri sous voûte. C'est une bulle dans le rocher, et cette bulle dans le rocher surplombe le très vaste sillon rhodanien, et ouvrant au nord, elle ouvre sur le Mistral, qui est un vent extrêmement froid, extrêmement puissant, et qui dans ces périodes glaciaires va prendre le sable sur les berges du Rhône, les sables et les limons, et les redéposer dans la cavité. Et on va avoir une sorte de remplissage très continu et très progressif, et quelque chose qui était tout à fait favorable à la préservation de très grande qualité des informations archéologiques. Et en travaillant pendant 32 ans dans cette bulle dans le rocher, nous avons dégagé 12 niveaux archéologiques qui vont aller du 120e millénaire pour les plus anciens jusqu'au moment de l'extinction. Et donc il y a 42 000 ans d'extinction néandertalienne. Et chacun de ces niveaux est extrêmement riche et composé de dizaines de milliers d'objets. Et nous avions pu documenter au cours de ces années de travail, déjà dans ma thèse en 2004, il y a presque 20 ans, le fait qu'au milieu de cette séquence archéologique, nous avions quelque chose que nous ne comprenions pas, que nous considérions comme une anomalie technique, et que j'avais individualisé, que j'avais sorti des ensembles culturels néandertaliens et que j'avais appelé le néronien, sans bien sûr pouvoir à l'époque aller plus loin et pouvoir déterminer ce qui se passait précisément et pourquoi soudainement on avait quelque chose qui était aussi standardisé, normalisé, hyper microlithique, et qui ne trouvait aucun écho ni dans notre séquence archéologique sur 80 millénaires, ni dans le reste de l'Europe pour ce qui est connu des artisanats traditionnels néandertaliens. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Ludovic Slimak, la preuve irrémédiable, c'est un fossile humain. Et vous l'avez trouvé une petite dent qui n'aurait rien de néandertalien ? Alors cette dent-là a été analysée par mon collègue Clément Zanoli du CNRS à Bordeaux, et en poussant les analyses, en fait nous avons trouvé 9 dents, donc une dent tous les 10 mois de travail, et en analysant ces dents, Clément Zanoli, à partir de 2018, me dit écoute, sans surprise, toutes les dents que tu as trouvées dans chacun de tes niveaux archéologiques, elles sont toutes néandertaliennes. Il dit mais la dent que tu as là, dans ta couche E, au milieu de ta séquence, est très intéressante, car c'est un Homo sapiens, et c'était pas n'importe quel Homo sapiens, car les morphologies dentaires, les reliefs qu'on voit sur cette dent, rattachent très précisément cet individu à un Homo sapiens du Pléistocène, c'est-à-dire du Paléolithique. Et donc, quand Clément Zanoli a poussé les études et a essayé de comparer avec des éléments plus récents, qui pouvaient avoir, par exemple, une dizaine de millénaires et jusqu'à aujourd'hui, et donc elle a des morphologies tout à fait singulières, et c'est une dent d'un enfant qui a entre 2 et 6 ans. Et
c'est très intéressant parce que si on a des Homo sapiens en territoire néandertalien, on pourrait imaginer que c'est un petit campement de quelques jours, de quelques semaines, peut-être une reconnaissance dans un terrain qui est mal connu, certainement pas maîtrisé. Et là, ce qu'on voit, c'est que s'il y a des petits bouts, c'est certainement un groupe qui est venu avec femmes et enfants. La dent appartiendrait donc à un petit enfant ? Un petit enfant, globalement presque toutes les dents, l'essentiel des dents retrouvées à la grotte Mandrin sont des dents de lait. Et donc effectivement, les installations saisonnières qu'on voit dans cette cavité nous indiquent que c'est pas simplement des campements de chasseurs, mais qu'on a toute une partie du groupe qui est là. Et donc nous donne déjà une première lecture sociologique des populations qui se sont installées ici. Parmi les éléments extrêmement intéressants, c'est toujours la question du temps. D'accord, nous avons reculé de 54 000 ans, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on sait des interactions de ces populations avec les Néandertaliens, ici, sur ce territoire, dans cette grotte? À 54 000, la grotte Mandrin, occupée par des hommes modernes, c'est un petit îlot dans un océan néandertalien. Et donc ça pose beaucoup de questions sur les structures historiques des interrelations entre ces sociétés humaines, et c'est ici que la question des résolutions chronologiques nous a apporté des pistes qui sont tout à fait remarquables. La communauté des préhistoriens et des paléoanthropologues est un monde violent, très violent, où jalousie et coups bas peuvent être de règle. On remet donc en cause l'appartenance de votre dent au groupe Sapiens, en prétextant par exemple que l'on ne connaît pas la variabilité des dents néandertaliennes. On met surtout en cause la position de ce fossile dans la stratigraphie de la grotte Mandrin, et ainsi donc par la même occasion vos méthodes de fouille. Que peut-on répondre à tous ces détracteurs ? Oui, c'est un schéma classique. Je veux dire, il y a certainement une sorte d'état de sidération qui est un petit peu normal, puisqu'on est très très loin de tous les schémas acquis depuis plus de 100 ans et qu'on a connus par ailleurs ces dernières années sur toutes les grandes découvertes. On a eu ce genre de débat sur la grotte Cosquer, et puis on l'a eu sur la grotte Chauvet. Et la grotte Chauvet, 28 ans après, la plus ancienne grotte ornée au monde, les débats sont toujours là. Il y a toujours, malgré la qualité et la quantité d'informations fournies par les équipes scientifiques, toujours des gens qui continuent à spéculer sur comment est-ce que tout ça ne serait pas possible, comment est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un art aussi abouti et aussi sophistiqué quelque part vers le 35-36e millénaire, alors que si on se tournait vers Lascaux par exemple, on a 2 fois l'épaisseur de temps de Lascaux, et donc il est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de réaction. En même temps, je pense que ce qui est très important, au-delà du conformisme de la pensée que cela révèle, qui est certainement dommageable, qui ne devrait pas avoir lieu dans le milieu scientifique, c'est surtout, et ce qui est très important, c'est que cette dent n'est pas un petit élément isolé, mais cette dent rentre dans un contexte très particulier qui est riche de dizaines de milliers d'objets et dont les particularités ont très anciennement été reconnues comme nous révélant quelque chose de particulier. Et quand on reprend l'histoire de ces recherches, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 2016, nous partons sur l'université de Harvard pour étudier des collections du gisement de Ksarakil sur les flancs du mont Liban. Et on part étudier ces collections parce que justement les pointes en Europe, ce type de pointe-là très particulière, très normalisée, très standardisée, hyper microlithique, ne sont pas reconnues en Europe. Dans l'univers néandertalien, on n'a pas de véritable équivalent. Les équivalents sont très lourds, épais et massifs et certainement pas dans ces proportions-là. Et donc, quand on a voulu chercher un équivalent, nous sommes partis travailler sur ces collections de Ksarakil au Peabody Museum dans le Massachusetts. Et quand on a ouvert les tiroirs, c'est intéressant parce qu'à Ksarakil, on a des restes humains et on sait que ces collections-là sont attribuées à Homo sapiens. Donc on savait qu'il y avait des pointes et on est allé voir le détail car il y a 1 million de manières de faire des pointes de silex. Et quand on a ouvert les tiroirs, j'ai réalisé assez rapidement que ce à quoi nous étions confrontés et qui s'appelle l'initial upper paléolithique attribué à Homo sapiens sur le Levant était très précisément ce que j'avais individualisé sous le nom de Néronien dans la vallée du Rhône. Et là,
Je pense que l'historiographie est extrêmement importante parce que dès 2017, on publie le fait que le néronien étant un décalque strict et parfait de ce que l'on connaît dans l'est de la Méditerranée, là où c'est Homo sapiens très clairement qui en est l'auteur du néronien ne pouvait être qu'Homo sapiens. Et il y a plusieurs articles publiés, heureusement, ils sont sortis en 2017. Pourquoi heureusement ? Car mon collègue Clément Zanoli, le spécialiste des dents qui a fait cette très belle étude qui permet de démontrer qu'il s'agit d'un Homo sapiens pléistocène, du paléolithique, que cette dent appartient à un Homo sapiens, n'a eu les dents entre les mains pour analyse, très poussée en microtomographie, n'a eu les dents entre les mains qu'à partir de 2018. Et que à partir de 2016, nous-mêmes, nous étions convaincus que ça devait être Homo sapiens, suffisamment convaincus pour dès 2017 le publier dans différentes revues et proposer cette ouverture-là. Donc dans le débat aujourd'hui, si débat il y a, mais qui est gentillé, je dirais, ce qui est important à retenir, c'est que c'est certainement pas un élément isolé, mais tout un ensemble d'analyses des systèmes techniques, d'analyses comparatives transméditerranéennes et d'analyses morphologiques dentaires qui, de manière tout à fait indépendante, aboutissent aux mêmes conclusions, ce qui donne la très grande robustesse de cette analyse. On peut dire aussi que, outre l'originalité de cette industrie, pour vous, Ludovic Slimak, sa standardisation serait un bon critère pour la dissocier des industries néandertaliennes ? La standardisation est certainement quelque chose de tout à fait majeur pour comprendre ce qu'il se passe ici. C'est ce que j'ai mis en lumière dans mon livre Néandertal nu, dans lequel j'explique que là, on touche certainement pendant longtemps je me suis dit si le néronien est réalisé par Néandertal, ça changera mon image de Néandertal et ça voudra dire que tout ce qu'on voit et qui est si particulier ne relève que de la variabilité culturelle et non pas des propriétés neurologiques de ces populations. Et c'est vrai que là, comme par hasard, quand on trouve sur ces silex qui sont extrêmement normalisés, vous en mettez quelques-uns sur la table et c'est très très simple à lire, c'est très technique, mais c'est très simple. On voit qu'il y a une linéarité du cheminement intellectuel de l'artisan que l'on suit avec une très grande rationalité. Et quand on pose les silex néandertaliens, qu'on les met devant soi, on est tout le temps dans cette partie d'échec, dans cette partie déstabilisante et qui montre bien plus que les traditions, qui montre qu'on est certainement dans des éthologies différentes. Et ces éthologies-là, dans ces industries, ça dès 2004, je l'avais perçu dans ma thèse de doctorat, je soulignais que là, on avait quelque chose qui relevait des sphères du paléolithique supérieur et plus du tout des comportements qui sont si bien documentés et si largement documentés au sein des populations néandertaliennes. En tout cas, l'Homo sapiens de la grotte Mandrin était contemporain de Néandertal. Existerait-il des interactions entre les deux groupes ? Et là, ça, c'est vraiment la très bonne question, puisque globalement, les interactions, on ne les voit jamais. On les suspecte du fait des analyses paléogénétiques que vous avez soulevées tout à l'heure, mais dans le même temps, ces échanges génétiques, on ne sait jamais où ils ont eu lieu et sous quelle forme ils ont eu lieu. Alors, là, face à ces difficultés de se confronter à ces interactions, parce que l'interaction, c'est la stricte contemporanéité. Et la stricte contemporanéité, c'est la question pour nous autres archéologues de la chronologie. Et pour nous, les chronologies, la meilleure chronologie, c'est le carbone 14 et c'est plus ou moins 1000 ans. Et face à cette impasse-là, à partir de 2006, avec mon équipe, on a développé des méthodes à partir d'éléments qu'on a repérés sur le terrain. Et ça, je pense que c'est le très grand intérêt de faire beaucoup de terrain et d'être tout le temps confronté à ces espaces. Et à partir de 2006, j'avais repéré des fragments de voûte de la paroi de la grotte qui étaient tombés dans les niveaux archéologiques. Et en les analysant, on a réalisé, en les découpant, en les polissant, en les regardant au microscope, on a réalisé que dedans, il y avait des séries de liserés noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc qui se succédaient et qui étaient en fait chacun des moments où les populations étaient venues dans la grotte pour faire son feu. Quand ils venaient dans la grotte, ils faisaient un feu, la paroi se noircissait et quand ils repartaient, la paroi, très rapidement, en quelques mois, se recouvrait de calcite. Et c'est le travail de Ségolène van de Velde qui a soutenu une thèse sur Paris-Sorbonne en 2019, une thèse remarquable, qui a permis de mettre en place les méthodes qui allaient nous permettre d'avoir une résolution tout à fait inespérée, puisque nous passions de résolution
de plus ou moins 1000 ans à plus ou moins 6 mois. Ludovic, oui. Je vous coupe parce que le temps tourne. Si j'ai bien compris, votre scénario est qu'il y a environ 54 000 ans, une communauté sapiens, peut-être issue du Levant, le Liban, fait une incursion dans la vallée du Rhône. Comment l'expliquer? En regardant ce qui se passe par exemple en Australie, il y a environ 65 000 ans? Oui, alors... on sait qu'il s'installe effectivement en territoire néandertalien, qu'il se passe moins d'1 an entre le passage néandertalien et le passage sapiens, mais le problème que vous soulevez là, c'est comment se fait-il, puisque nous avons exactement les mêmes industries, globalement dans les mêmes chronologies à l'échelle de nos résolutions entre l'est de la Méditerranée et la vallée du Rhône, comment se fait-il que nous n'ayons pas de point intermédiaire? Et là, je pense qu'il y a effectivement un deuxième événement tout à fait majeur à l'échelle de l'histoire de l'Eurasie, qui est dans ces périodes-là, la question du peuplement de l'Australie, et où on sait par la génétique que c'est une phase de peuplement en une seule vague de plusieurs centaines, même certainement plusieurs milliers de personnes qui ont traversé de vastes pans de mer. Et donc on sait que Et en bateau. Et en bateau. Et c'est pas 3 Pékins sur un tronc d'arbre. Donc on sait que quelque part, même antérieurement, entre le 50e et le 60e millénaire ou 65e millénaire, les populations d'Eurasie, ces populations sapiens, doivent déjà maîtriser et maîtriser très bien des processus déjà assez sophistiqués de navigation. Et là, je pense que l'espace géographique qui est pointé du doigt par cette grotte Mandrin est tout à fait majeur et tout à fait fondamental pour comprendre ce qui se passe. Le sillon rhodanien, c'est le seul couloir naturel de passage entre l'espace méditerranéen de toute l'Europe méditerranéenne et l'Europe continentale. Et l'Europe est extrêmement segmentée par de vastes ensembles montagneux et le seul couloir migratoire naturel, c'est cette vallée du Rhône. Et tout cela laisse entendre très probablement que ce sont soit des routes côtières, soit très directement des routes maritimes qui nous ont rendu cet événement majeur-là tout à fait invisible du point de vue de l'archéologie. Ludovic Slimak, une dernière question. Quoi qu'il en soit, doit-on voir dans l'arrivée primordiale de cette population sapiens une aventure sans lendemain? Une aventure sans lendemain, mais qui, d'après nos suies, a duré 40 ans. Les hommes sont venus une fois par an, pendant 40 ans, sont venus avec femmes et enfants, on le voit, ont développé très certainement des interactions avec les populations locales, mais effectivement, après ces 40 ans, ils vont céder le pas et les populations néandertaliennes vont se réinstaller pendant 12 millénaires. Et là, c'est là que tout reste à écrire, tout reste à documenter et tout reste à comprendre pour analyser l'une des plus grandes extinctions d'humanité jamais enregistrées. En conclusion, disons que la conquête de l'Europe par Sapiens est bien plus complexe que nous le supposions. Ludovic Slimak, merci beaucoup. Je rappelle que vient de paraître Néandertal nu aux éditions Odile Jacob. Au passage, je signale que le ministère de la Culture vient de décider de diminuer drastiquement les budgets alloués à l'archéologie programmée, une baisse de 25 à 50% selon les régions, un coût terrible pour l'archéologie nationale et la recherche française, un dossier donc